Bonjour à tous les deux et puis bonjour à vous qui allez nous suivre, qui allez suivre cet échange, cette interview. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. On va principalement parler de votre livre Vers la liberté d'être et puis justement on prendra la liberté d'aborder les sujets qui viendront à nous aujourd'hui. Alors, Pierre et Hugo, je vous ai rencontrés il y a un an, quasiment, jour pour jour, par l'intermédiaire d'Aruna Lipschitz et de La Voix de l'amoureux, sur laquelle on chemine tous les trois. Et quand je t'ai rencontré, Pierre, la première fois, très rapidement, tu m'as envoyé votre livre en me disant... d'y jeter un œil, mais sans m'en dire beaucoup plus. Et en fait, je l'ai dévoré très rapidement. Et il y a beaucoup de choses qui ont résonné à l'endroit où j'étais il y a un an, en tout cas, avec le parcours d'Hugo. Et ça m'a énormément parlé. Et donc, j'avais à cœur qu'on puisse partager ensemble sur votre histoire, cette histoire. Et avant ça, j'avais envie de vous demander de vous présenter rapidement, simplement pour que les personnes qui vont nous écouter puissent vous situer et puis puissent savoir un petit peu plus qui vous êtes. Ok. Allez, j'y vais. Du coup, bonjour à tout le monde. Merci de nous recevoir, Marine. Moi, je m'appelle Hugo Marquis, j'ai 33 ans. Je suis papa d'un petit garçon qui a 2 ans. Je suis gérant d'une salle de CrossFit à Ronc, dans le nord de la France. Et je suis coach aussi professionnel. J'accompagne des personnes qui ont entre 20 et 40 ans, qui font plus partie de ma génération. Et j'interviens aussi en tant que tuteur dans les écoles de commerce dans le nord de la France. Voilà. On a coécrit donc le livre avec Pierre ça fait 3 ans maintenant. Et ça fait 12 ou 13 ans qu'on travaille ensemble et que Pierre m'accompagne et que maintenant on arrive à collaborer, à travailler ensemble. Donc on fait aussi de l'accompagnement ensemble auprès des jeunes. On a cette particularité de pouvoir travailler puisqu'on se connaît bien et qu'on a une méthodologie commune de pouvoir accompagner les parents et les enfants, enfin en tout cas les jeunes adultes. Donc moi je m'occupe, donc c'est ça qui nous lie maintenant au-delà de l'accompagnement. Bon, alors moi c'est Pierre Baillon, est-ce que je dis mon âge? Donc je vais avoir 80 ans je crois. Voilà. Et quand j'ai rencontré Hugo, c'était donc il y a 15 ans, donc j'étais en début de retraite et à ce moment-là je travaillais à l'IAE et j'accompagnais des étudiants dans un parcours d'études et je m'occupais de la relation entre l'étudiant et l'entreprise et notamment sur leur mémoire de fin d'études. C'est comme ça que j'ai rencontré Hugo et à ce moment-là donc je pourrais dire que j'étais coach, psychothérapeute et accompagnant. En fait, je suis accompagnant et à ce moment-là, je commençais à travailler avec Aruna Lipschitz sur l'accompagnement initiatique et qu'on a mis en œuvre dans l'accompagnement que j'ai fait avec Hugo en marchant, sans un programme préétabli. C'est pour ça que dans le bouquin, la préface est faite par Aruna Lipschitz. En fait, mon originalité, c'est que depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours accompagné, donc sous plusieurs formes. Et la partie principale de ma vie a été la création de tout un parcours pédagogique pour des jeunes qui n'aimaient pas l'école. Et j'ai eu la chance de faire le parcours depuis le CAP jusqu'à ingénieur, une formation d'ingénieur, tout par alternance. Voilà. Donc en fait, avec Hugo, on a commencé par la partie pédagogique et après par un accompagnement plus personnel pour lui permettre de se libérer de ses dépendances. Voilà. Merci. J'avais envie en fait de vous demander en introduction, mais ça nous fait rentrer un peu plus dans le vif du sujet, que vous nous résumiez chacun en quelques mots, quelques phrases, ce que c'est pour vous que la liberté d'être. Une bonne question. En quelques phrases, pour moi la liberté d'être,
C'est de partir de mon parcours, c'est-à-dire quand j'ai 13-14 ans, je vis des situations difficiles dans mon intimité familiale notamment. Et au moment où j'ai 17-18 ans, je prends une direction qui est plutôt la destruction, et donc l'autodestruction, et donc c'est là où je me mets les chaînes, en lien avec la drogue, voilà, la drogue, le sexe, l'alcool, tout ce qui est, voilà, tous ces sujets-là. Et donc ma liberté d'être, ça a été à un moment donné de faire le choix de m'aider, et donc de me faire aider, et d'accrocher dans une relation avec Pierre pour sortir la tête de l'eau et aller découvrir ce que c'est que ma liberté d'être, et non pas mes schémas répétitifs qui étaient en lien avec l'alcool, la drogue et tous les excès, toute forme d'excès vers lequel j'aurais pu aller à un moment, ou vers lesquels je suis allé. Et j'ai fait le choix libre et conscient d'en sortir. Voilà. Alors, à mon âge, j'ai fait le chemin d'Hugo, et ça fait 60 ans, parce que 80 ans. Et en fait, dans l'accompagnement, c'est de raccourcir le temps qui pourrait aller plus vite pour lui, d'aller vers la liberté d'être, c'est-à-dire que c'est plus l'extérieur qui décide de ma vie, c'est moi qui prends en charge ma vie. C'est-à-dire que à chaque instant, est-ce que c'est l'événement qui décide du comportement que je vais avoir, ou c'est moi qui décide, je fais tel choix dans ma vie. Donc en fait, la liberté d'être, c'est qu'en permanence, je détermine ma façon d'être en toute conscience et en allant plus loin pour réaliser ce pourquoi je suis venu sur Terre. Donc voilà pour moi la liberté d'être, c'est d'arriver en tâtonnant, de quitter mon système éducatif qui est mon passé, parce que mes parents ont voulu m'inculquer pour que je m'intègre dans la réalité de la vie, à trouver ce pourquoi je suis sur cette terre. Voilà, en gros. Et qu'est-ce qui a motivé, enfin j'imagine que c'est venu après plus de 10 ans, je crois, d'accompagnement. Mais qu'est-ce qui a motivé cette envie d'écrire ce livre et de partager finalement toute cette histoire au monde? En fait, au bout de... on a démarré, moi j'avais 20 ans, ouais, 19-20 ans. Et quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, tiens, ce serait sympa de pouvoir synthétiser un petit peu le travail qu'on a fait. J'y pensais dans ma tête. Et un jour, je viens ici et Pierre il me dit, bon, on va faire un bouquin maintenant sur tout le boulot qu'on a fait. Je dis, bon, ok, on avait la même idée. Moi, j'avais un peu la trouille quand même, de parler de ma vie et de déballer mon intimité. Voilà, donc il y avait l'envie de transmettre et de faire, moi de manière personnelle, un bilan un petit peu de tout ce qui avait été fait, parce que c'est 10 ans de boulot de manière assez intense quand même, et régulière et intense. Et donc voilà, il y avait cette envie de faire une synthèse et d'y aller sans filtre, de parler de toutes les étapes. On l'a fait par étapes, on l'a fait par sujet. Et de manière chronologique, et de pouvoir parler sans filet, avec moi dans une intention de dire ça va parler aux jeunes de mon âge, de ma génération, un peu en dessous, un peu au-dessus, et du coup de pouvoir se retrouver autour de ça, de pouvoir parler des tabous et de dire qu'il y a des solutions aux problèmes qu'on rencontre, aux difficultés qu'on a dans la vie, que tout le monde a d'ailleurs, mais à un moment donné de mettre des mots et d'oser mettre des mots sur des choses qu'on traverse de manière intime. C'était ça moi un peu mon objectif personnel, et de pouvoir du coup, c'était moi ma manière de pouvoir me libérer de tout ce que j'avais en tête. Et toi, il y avait l'aspect pédagogie un peu innovante que tu crées. Oui, c'est-à-dire que dans le travail qu'on a fait, on était sur un âge où il n'y a personne pour accompagner ce type de personnes. C'est-à-dire soit les psys, ces jeunes adultes, ils ne supportent plus, parce que soit ils l'ont vécu quand ils étaient ados, c'était vers 4, 12, 13 ans. Donc le psy, qui est une surface de projection, à cet âge-là, ils ne supportent plus. Et en même temps, les coachs, eux, ils ont tendance à travailler que la partie professionnelle, la partie intégration. Et j'ai voulu montrer que j'ai associé les deux.
Et dans l'accompagnement d'Hugo, on est parti de la réalité, de ce qu'il vivait, le fait, et on a travaillé ce pourquoi il était dépendant. Donc il y a un travail un peu psy, et en même temps un travail coach, c'est-à-dire j'étais toujours attentif sur comment il s'incarnait dans la vie tous les jours au quotidien. Donc j'étais très attentif au quotidien. Donc il y avait un côté, entre guillemets, accompagnement à s'intégrer à la vie, et en même temps un accompagnement par rapport à ses souffrances existentielles. Donc c'était un peu un comportement un peu original. Donc les coachs classiques ils m'ont dit tu es thérapeute, et les thérapeutes classiques ils m'ont dit tu fais n'importe quoi, tu t'impliques, etc. Donc j'ai eu une attaque un peu des deux aspects. Et c'est vrai que là où était Hugo 20 ans, dans un système universitaire où les critères d'évaluation ne correspondaient pas à ses attentes, donc il était en rupture, et en même temps, il était dans la vie réelle. Donc il était à ce moment critique où je bascule dans les dépendances, où j'essaie de trouver un autre chemin. Et l'originalité de notre travail, c'est que par rapport à un psy classique, je me suis plutôt attaché à ce qui était positif dans sa vie et non pas de m'attacher à ce qui était négatif. Voilà. Ouais. Donc on a voulu écrire ce bouquin pour témoigner de ça, de ce type de parcours, de co-construction avec mon implication personnelle, en étant souple sur la forme. On a été souple sur la forme. Mais j'ai toujours gardé un lien avec lui et une certaine rigueur. Voilà. Ouais. Et en fait, ce que je trouve très intéressant et inspirant dans votre relation, c'est que c'est justement une co-création ou co-construction, comme tu le dis, et c'est pas Pierre au sommet qui impose justement un certain pouvoir ou une certaine hiérarchie. On sent que toi, de ton côté, tu continues à cheminer, que la relation te fait aussi avancer. Et ouais, j'avais peut-être envie que vous nous parliez de ce côté assez innovant aussi de la relation où toi, t'es pas en posture de sachant qui impose, mais tu chemines aussi de ton côté. Avec Aruna notamment. Ouais, moi à ce moment-là, je le ressens pas consciemment, mais je suis au courant que Pierre est lui-même accompagné, donc il y a une transparence quand même à ce niveau-là qui fait que je pense inconsciemment pour moi c'est rassurant de savoir qu'il est en remise en question, il continue à faire le travail, et même ça va plus loin, puisque à l'époque il y avait même, tu m'avais même invité à venir à une université à Aruna quand tu étais encore en présentiel. Donc j'avais découvert, comment on pourrait dire, la partie vulnérable de Pierre, qui lui-même faisait le chemin. Donc il y avait quelque chose de vraiment d'inspirant pour moi, et de me dire que voilà, il faisait lui aussi le travail. Et comme tu dis, il n'y avait pas de c'est moi qui sais, c'est toi qui fais. Donc ça c'était chouette, c'était rassurant je pense pour moi inconsciemment, et aujourd'hui de voir que ça continue et que c'est un travail de toute une vie, c'est encore chouette de le voir aujourd'hui. Ah oui, alors donc deux choses. Où je suis coach et je vais lui inculquer les éléments pour réussir socialement, sans tenir compte de qui il est réellement. Où je suis thérapeute, je vais me nourrir de sa souffrance et de revenir en permanence sur sa souffrance, son relation avec son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, etc. Et de rester dans une sorte de moi souffrant. Alors ça c'est... Et donc le chemin, le crête, on construit. Et mon objectif est de faire émerger chez lui ce qui est vraiment son identité. C'est-à-dire de voir quel est le vrai Hugo. Et alors il a fait des choix que je n'aurais pas fait, mais qu'il a fait. Et on a travaillé sur les différents choix, c'est-à-dire qu'en avançant, on a réussi à ce qu'il puisse développer son potentiel à lui. On peut l'écrire en 2 mots, hein. Le potentiel. C'est-à-dire ce qui est... Et moi, et en même temps, il influence sur moi aussi, sur ma façon de m'incarner dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a une co-construction entre nous deux, et chacun gardant son identité. Il y a un enrichissement mutuel,
et sans que l'un impose à l'autre la façon de voir les choses. Et si on en revient au moment donc de votre... Parce que ce que j'ai pas dit quand même en introduction, c'est qu'on partage enfin, tu diriges un groupe de travail qu'on a la chance de partager, on est 5, sur le désir mimétique. Donc on pourra peut-être revenir un petit peu sur ce concept-là. Et bien sûr, ça sert la voie de l'amoureux, ça sert l'enseignement d'Aruna. Et donc, toi, Hugo, au moment de la rencontre, je pense que consciemment, ça se fait pas consciemment, mais tu découvres un nouveau modèle en Pierre. En tout cas, la vie te met cette personne-là sur ton chemin. Et finalement, il y a quelque chose de beau quand on te lit, où c'est comme si ça te poussait vers Pierre. Il y a certainement bien des fois où peut-être tu avais envie de ne pas aller au rendez-vous, mais il y a quand même quelque chose de plus fort qui te pousse à y aller. Et donc, peut-être raconte-nous en quoi Pierre est un nouveau modèle pour toi et te permet du coup de te construire. En fait, à ce moment-là, quand on se rencontre, j'ai 19-20 ans et tout est en chantier. En gros, j'ai un père qui vit des situations compliquées, il quitte ma mère, donc le schéma est un peu compliqué chez moi. L'autre modèle que je pouvais avoir, c'était mon grand frère qui, pareil, quitte la maison assez rapidement pour se protéger, je pense, à ce moment-là. Et donc je me retrouve un peu dans une forme de solitude avec une mère qui déprime de la situation familiale qu'on traverse. Et on raconte tout ça dans le livre. Et dans le cadre de mes études, qui n'ont pas été très longues, mais quand même, qui m'ont permis de rencontrer Pierre, j'ai Pierre à un moment donné qui pressent un mal-être, ou mes difficultés, et qui, contrairement à beaucoup de profs à ce moment-là, je pense qu'ils se protègent et qui ne créent pas de lien avec les étudiants, probablement de peur de se faire bouffer, lui me tend la main et il me dit t'as pas l'air d'être en super forme. Et il décide de pas m'embêter avec le mémoire, avec toute la partie, avec tout le formalisme des études qu'il fallait à ce moment-là. Et il décide plutôt de me dire, tiens, de me tendre la main et de me proposer, je crois à l'époque, de lire son bouquin, ou je crois que c'était ça la première approche. C'est-à-dire, tiens, si tu veux apprendre à me connaître ou voir ce que je fais, tu peux lire mon bouquin. Et c'est là où j'ai vu, j'ai vu une porte s'ouvrir. Il y a autre chose que d'aller se mettre la race avec ses potes tous les week-ends, même si j'étais dedans complètement. Mais j'avais un ancrage qui sortait complètement de ce que je vivais dans le quotidien, avec mes frères, ma mère, mon père, et voilà, tous. Et donc j'avais ce rendez-vous que je choisissais, mais enfin, il y avait un cadre quand même, c'était pas open bar, il y avait un cadre, donc j'avais une envie, une motivation, c'était un moment où j'allais me faire du bien. J'allais pouvoir parler vraiment de ce que je vis à quelqu'un qui n'avait pas un jugement. Donc j'avais ressenti ça à ce moment-là, et t'as raison, à ce moment-là c'est très inconscient, mais j'y vais. Et je suis un peu un extraterrestre, à 20 ans quand je dis à mes potes, ce soir je ne vais pas faire d'apéro parce que demain je vois Pierre et tout, il faut que je sois en forme. Bon, une paire de fois où je suis arrivé ici bancal, mais j'avais quand même, j'avais ça. Je savais qu'il fallait que je m'accroche. Sinon je sombrais, clairement. Donc c'était, Il t'avait des crises d'angoisse. Ça a démarré par être une bouée de sauvetage. Il t'avait des crises d'angoisse à ce moment-là. Ah oui, j'avais des crises d'angoisse. Bon, on va pas révéler tout ce qu'il y a dans le livre, mais ouais, j'avais pas mal de signes qui me montraient que ça pouvait partir, ça pouvait ne pas aller dans le bon sens. J'avais des accidents régulièrement, j'avais le corps qui m'alertait avec des blessures, parce que j'ai toujours été sportif. J'avais un rapport à l'alcool un peu borderline, les femmes, c'était... Et j'avais ça, je me raccrochais. Et à ce moment-là, tu avais une fonction de leader et de fragilité. T'étais extraordinaire. À l'extérieur, j'étais leader, j'étais chef de bande, j'avais je menais le groupe. Et en même temps, intérieurement, j'étais dans un mal-être profond. C'était compliqué à gérer, dedans, dehors, à ce moment-là, je comprenais pas bien ce qui se passait, quoi.
Alors, ce qui est intéressant dans notre rencontre miroir, c'est que ça correspondait à ce que j'étais à cet âge-là. C'est-à-dire, j'étais aussi chef de bande et bon, j'étais mystique, hein, donc j'avais basculé. Au lieu de prendre de la drogue, j'étais plutôt mystico-pété, comme dirait notre maître. Et donc, ça me parlait bien, cette fragilité intérieure et ce côté chef de bande. Et alors, deuxième chose qui était important pour moi, c'est que pendant 20 ans, j'ai accompagné des jeunes de tout niveau, mais qui étaient en colère contre l'enseignement. Comme moi, j'étais à son âge, puisque j'étais dernier de classe, j'étais considéré comme un enfant qui était soit handicapé mental, soit bon pour l'hôpital psychiatrique. Donc j'ai entendu ça de 4 ans à 18 ans, donc ça me parle bien, ce type de comportement. Et la deuxième chose qui m'a touché, c'est qu'il avait de l'énergie. Vous voyez dans son regard, c'était quelqu'un qui avait un regard extrêmement vivant, et en même temps, ce que racontaient les profs, ça lui parlait pas du tout. Et la forme, on reste plus d'une heure ici assis, il va se lever. À un moment, il y a une forme qu'il ne supporte pas. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il était extrêmement rigoureux quand il travaillait dans une entreprise. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que il y avait ce côté, c'est le pouvoir de la formation par alternance, c'est-à-dire des jeunes comme lui, ils s'incarnent dans un métier avec un environnement social, avec un patron, une tâche à remplir, etc. Et j'avais remarqué qu'il faisait ça bien, sérieusement. Parce qu'il y avait au moins cet ancrage. Et à la différence du psy, je ne me suis pas focalisé sur la drogue et l'alcool, non-événement. Et je me suis plutôt focalisé sur son activité d'entreprise. Et notamment, il s'occupait du rayon des tapis de sol dans les chiottes. Et je lui avais montré combien c'était intéressant de se poser la question pourquoi on mettait les tapis rouges en haut, les tapis bleus en bas, comment on répartissait. Il m'avait regardé avec des yeux en disant, putain, ce mec. Et donc je lui ai montré qu'au boulot, on pouvait se poser des questions et que c'était intéressant. Et il a accroché. Je me le vois à la première visite dans l'entreprise avec lui, où on a discuté dans le rayon des tapis de WC. Et je me suis dit, c'est un des rayons qui marche le mieux dans les magasins de décoration. Ah oui, c'est un rayon qui marche bien parce qu'on change les tapis de chiottes régulièrement. Et donc on a accroché là-dessus avec humour. Ouais. Et après, l'objectif, c'est créer du lien. Donc, c'est d'être attentif à ses souffrances et à ses questions, et pas porter de jugement. Parce qu'on sent bien, et en même temps réagir. Parce qu'au début, j'étais quand même, j'avais une fonction d'enseignant, donc je l'avais envoyé voir un psy, parce que je lui ai dit, tiens, ce serait bien que tu ailles voir un psy. Et donc, au début, il y avait le psy, qui était classique, qui l'écoutait, qui l'écoutait parler, mais qui disait rien. Ah oui. Alors qu'avec moi, on discutait sur ses choix. Il dit, tiens, pourquoi tu as fait ça? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi. Ah oui, tu fais ça, et pourquoi tu n'as pas fait autrement? Donc, il y avait une sorte de co-construction ensemble qui fait que le lien s'est créé. Alors, on pourrait dire sur un plan, ce qu'aime bien la théorie, il faisait un transfert sur moi, parce qu'il avait un père quand même qui était un ancien grand joueur de guitare, qui avait un groupe de rock, très connu sur la région de Lille, et ce père a arrêté du jour au lendemain, et donc il a un modèle d'autorité qui est quand même de briller un peu, donc il fallait que je brille un peu quand même, que je montre que j'avais de la lumière. Voilà. Ouais, même pour aller plus loin, c'est ce qui a permis le lien, c'est le fait que tu acceptes de témoigner. Ouais. À un moment donné, c'est vrai. dans certaines situations de vie, il pouvait à un moment donné témoigner de ce que lui avait vécu, de son expérience. Et je trouve qu'il y avait quelque chose de rassurant de voir que on n'est pas seul dans ce qu'on traverse et que les blessures sont universelles et qu'on les traverse chacun à notre manière. Donc ça me permettait de me... Enfin ça a créé du lien entre nous, le fait qu'il y ait ce témoignage, qu'il accepte de témoigner. Ouais. Quand je me suis retrouvé dans des bureaux de psy, c'est vrai qu'on est quand même face à des murs qui renvoient des oui, non, mais encore, et qu'est-ce que ça vous fait? Il n'y a pas de... Simplement... Là, il y avait de l'échange.
Ouais. Et donc il y avait du contenu. Donc dans l'accompagnement psycho-initiatique, ce qu'on appelle dans le jargon le dedans-dehors joue un rôle important. C'est là notre désaccord avec la notion de transfert, notre transfert. Au lieu de le cacher, on est en co-construction et moi je suis amené à témoigner comment j'ai réagi à la situation où il a été. Parce que, en plus, s'il accroche avec moi, c'est quelque part vibratoirement, il y a des choses communes qui ne sont pas complètement conscients. Donc ça c'est important. Et ouais, en quoi la rencontre avec Pierre te permet progressivement de quitter le modèle de ton père, du coup? Ou d'être infidèle à certaines parties du modèle avec ton père? Mais d'abord, il y a de voir que professionnellement, ce que disait Pierre, c'est que professionnellement, j'ai réussi à rapidement m'intégrer dans les entreprises. Donc j'ai réussi à évoluer, à avoir la confiance des patrons, et du coup d'évoluer dans mon incarnation professionnelle. Ce qui, ça, m'a structuré vachement et m'a rendu autonome très rapidement, très jeune, et de voir que mon lien avec les dépendances, elles se sont estompées au fur et à mesure du temps pour aller vers une vie un peu plus saine. Donc carrément même plus qu'il y a 10 ans. Et donc c'est ça qui m'a convaincu tu vois, du chemin que je prenais et du fait de travailler avec Pierre et voilà, d'installer cette relation, ce travail, cette régularité, cet investissement, tu vois, même on pourrait dire, d'investir dans ce travail sur soi, m'a amené beaucoup plus de bien-être concrètement, hein. Donc ça veut dire réussir à construire une relation amoureuse avec ma femme, faire un petit bébé, être chef d'entreprise. Si on m'avait dit il y a 13 ans, Hugo, dans 13 ans tu seras là, j'avais du mal à le projeter quand même. Et là je le vis, ce qui fait que je sais que c'est grâce à, voilà, à un moment donné avoir fait ce choix-là d'être accompagné, donc d'être suffisamment humble pour dire bon bah là j'ai des emmerdes, j'arrive pas à les gérer tout seul, pour le dire vulgairement, concrètement. Bon bah je me fais aider, moi je me fais aider. Quand j'ai des retours de personnes autour de moi qui me disent j'arrête pas de m'engueuler avec ma femme, je vais la quitter, elle me gonfle, machin. Et qui font rien. Et qui essaient de trouver les solutions eux-mêmes, ou qui décident pas de forcément confronter les blessures ou les problématiques ailleurs, à des professionnels, hein, tout simplement, de l'accompagnement. Alors ce qui est assez extraordinaire, quand il faut le souligner, par rapport à il y a un exemple magnifique de la puissance de la pensée sur le corps. Mais quand même, il se torchait tous les week-ends au dernier degré. Il était sous drogue tous les week-ends. Toujours. Et aujourd'hui, 11 ans après, il ne boit plus une goutte, il fume plus Et ce n'est pas une décision volontaire, puisqu'il s'est aperçu à un moment que pour arriver à développer son activité professionnelle, il fallait qu'il soit lundi matin en forme, au point que s'il boit une goutte d'alcool, il tombe malade. C'est-à-dire au point que le corps s'est adapté à sa décision au niveau de la pensée. Ça, c'est formidable. Ouais, ça m'a estomaqué, parce que c'est un exemple que quand il m'a dit je ne supporte plus d'aller me torcher avec mes copains, parce que ça veut dire quand même, résultat des courses, il a dû couper son statut de chef de groupe sur un certain nombre de réseaux, et donc il a dû changer tout son réseau relationnel. Néanmoins, des relations nouvelles se sont nouées avec, c'est-à-dire il a changé son type de relation avec les gens, donc il interpelle, mais quand même une certaine solitude. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que le corps a rejeté les excès. C'est ça qui est extraordinaire. Ça ne demande pas d'effort. Non, c'est vrai. C'est socialement que ça a été. Il y a eu un passage à vide, parce que socialement, quand on a vécu ça, à un moment donné. Voilà, donc la relation avec l'alcool, bon, j'ai quelque chose qui m'a permis de m'en sortir, c'est le sport quand même, c'est prendre soin de mon corps par le sport. Et donc, oui, c'est pas nier ton corps. Oui. Mais c'est j'ai eu une période de 18 ans à 25 ans où je me blessais très régulièrement. Parce que je continuais à faire du sport, mais en même temps, je maltraitais mon corps avec l'alcool, la drogue, tout ça. Et donc au fur et à mesure du chemin, je me suis rendu compte d'abord je supportais plus l'alcool, de moins en moins.
Et donc ça s'est fait, ouais, c'est vraiment fait progressivement, ça fait faire 4-5 ans que je fume plus, je bois plus. Et donc je me blesse plus du coup. Bah ouais. Ouais. Et enfin, je pense que moi, ce qui a particulièrement résonné, en tout cas il y a 1 an, où je découvrais finalement vraiment ce concept de nostalgie de l'ailleurs, c'est à quel point, et j'aimerais qu'on en dise quand même quelques mots, à quel point en fait l'ancrage et l'incarnation, enfin l'acceptation de cette incarnation est juste indispensable à pouvoir ensuite développer une connexion supérieure. Et ça, c'est quelque chose que tu m'as aussi beaucoup apporté pour moi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut avoir des tendances de fuite, quelles qu'elles soient, mystiques ou autres, et en fait... en quoi vraiment l'incarnation est la condition du déploiement de tous nos potentiels. Alors c'est marrant parce que tous les deux vous avez le même âge, et tous les deux à votre niveau vous avez été confrontés à pourquoi je suis sur Terre. Ouais. Alors lui c'est vrai, Hugo, il venait quand même d'un père, on se le rappelle régulièrement, où il a vu son père jouer en première partie de Johnny Hallyday, donc le gamin de 10 ans voyant son père sur scène. Et à ce coup, tout s'arrête. Mais il a quand même dans ses yeux un père qui était ailleurs et qui se réalisait complètement ailleurs. Et à partir du moment qu'il n'a pu se réaliser ailleurs, son père est dans des dépendances de boissons, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et quand on s'est rencontrés, il était vraiment aussi dans le ailleurs. D'abord, il était beau comme un dieu, donc il avait toutes les femmes comme il voulait. Il était dans l'ailleurs avec les femmes, l'alcool, la boisson. Il avait la seule chose qu'il y avait, c'est la gueule de bois, qu'on n'a peut-être pas quand on est ailleurs dans le mystique. On a moins la gueule de bois, tandis que lui, corporellement, il a la gueule de bois, et qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle dans le jargon les morts après les fêtes, quoi, en gros, et qui le rendait extrêmement crise d'angoisse. Tu avais quand même des crises d'angoisse. Ouais. Même j'étais inquiet du reste parce que je ne savais pas s'il allait pouvoir surmonter ces crises d'angoisse sans faire appel à des médicaments. Donc on était sur une ligne de crête quand même à ce moment-là. Et c'est vrai que la chance, mais son côté génial, c'est que tu le mets dans un magasin, immédiatement il transforme le magasin. Et le magasin marche. Tu le mets dans un magasin qui ne marche pas, il arrive à faire en sorte que tout marche bien. Et donc il a ce génie de la mise en forme de la matière. Ouais. Et il a un scénario vraiment gagnant par rapport à d'autres personnes. Il a qui est un avantage quand on accompagne, de voir qu'il a une énergie, et donc de transformer son énergie dans le scénario gagnant. C'est ça qu'on a réussi. Et du coup, il a eu du plaisir dans l'incarnation. C'est-à-dire que c'était facile pour certains, d'autres qui n'arrivent pas à s'incarner, et on ne donnera pas de nom, qui ont du mal à rentrer dans l'incarnation. Lui, j'ai pas eu cette difficulté, parce qu'il avait eu des expériences jeunes, parce comme il devait travailler un peu pour gagner sa vie, donc il y avait soit de faire du trafic, ou soit d'être stagiaire dans des entreprises, et il a quelques expériences où il a été stagiaire dans des entreprises où il a manié la tourelle, la matière, ce qui fait que ça m'a donné un ancrage. Ouais. Alors quand les gens sont plutôt dans l'ailleurs spirituel, mystique, c'est plus difficile parce que ils n'ont pas la matière. Et il y a quelque part, alors ils subliment en partant ailleurs, mais on a du mal à les ancrer dans l'incarnation parce qu'ils ont du plaisir dans l'ailleurs. Alors que lui, il avait du plaisir, il avait la gueule de bois à la fin. Ouais. Un peu destructeur. Destructeur. Et le corps ne supportait pas. Alors que dans l'ailleurs mystique, le corps le supporte bien, puisque tu travailles sur le corps, tu fais du yoga, donc c'est en fait plus difficile pour moi, qui a plutôt fait son chemin à lui, que les gens qui viennent de la mystique. Ouais. Et je me souviens qu'on en avait parlé ensemble. Ça constitue vraiment une mise à nu, et c'est hyper courageux que d'avoir livré comme ça ton histoire et les détails un peu intimes de tout ce voyage-là. Et il y a notamment, il y a deux on va dire, invités un peu extérieurs dans le livre.
de femmes touchantes, et notamment ta maman en fait, qui découvre comme ça le récit et à qui vous offrez la possibilité d'un droit de réponse un peu. Et on sent qu'elle t'en veut à un moment. Comment vous avez vécu ce moment-là? Ah, c'était Et fort. comment elle, d'ailleurs, elle a cheminé avec ça aussi, et comment ça l'a fait grandir aussi, j'imagine. Ouais, c'était un moment fort parce qu'à la fin du livre, d'abord on a fait lire le livre avant de le sortir aux personnes qui étaient concernées. Donc il y a eu des réactions plus ou moins fortes. Et ma mère a une réaction assez forte, j'avais un lien très fort avec elle. J'ai encore un lien fort avec elle. Et je pense qu'elle ne m'a pas parlé pendant 2 mois. Et on n'avait pas j'avais pas d'écho sur comment elle avait pris le livre, voilà. Ni à travers mes frères, elle n'en parlait pas. Et à l'époque, elle était seule. Et donc moi, on a commencé à avoir un peu peur. Hein. On avait un peu peur ouais. Ouais, on a eu un peu peur parce que on s'est rendu compte que c'était un peu violent pour elle. Parce que quand je lui ai dit, tiens, maman, j'ai écrit un livre, je témoigne un peu de mon parcours, elle a dit, ah ouais, c'est super, je suis fière de toi, et ça. Et puis quand elle l'a lu, bon, bah concrètement, elle en a pris plein la gueule. Hein. Et donc, et un soir, ça s'est démêlé. Un soir, je l'ai appelé. Et je suis devant, parce que j'avais peur. J'ai dit, je suis devant chez toi. Qu'elle fasse. Ouais, j'avais peur, je sais pas. J'avais peur qu'elle déprime. Ouais, si, j'avais peur qu'elle. On avait peur qu'elle fasse un passage à l'acte. Ouais. Oui, voilà. Parce qu'on n'a plus de nouvelles. Ouais, on n'a plus de nouvelles. Et donc je lui dis, je suis devant chez toi, je bouge pas, je t'attends. Elle m'a dit, oh, oui, tu peux rentrer, fais un feu, j'arrive. Donc elle était prête ça y est, c'était le bon moment pour elle. Et donc là, on a parlé pendant des heures, les cris, les larmes, il y a tout eu. Et en discutant avec Pierre de tout ça, on a dit, tiens, ce serait intéressant de la faire participer, parce qu'elle est quand même vachement concernée par tout le parcours, par tout le voyage. Et donc du coup de lui offrir la possibilité de parler de comment elle a vécu le fait que son fils, son dernier, qui dévoile tous les secrets de famille, qui dévoile le rapport avec elle, voilà, de voir comment elle le vivait. Donc c'est vrai que ça a été un moment fort. Et elle a joué le jeu, elle a accepté la confrontation. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a accepté de venir ici et de parler. Donc du coup après on a pu mettre en forme l'interview qu'on a faite avec elle. Et aujourd'hui, après 3 ans de la sortie du livre, bah, nos rapports ont changé, nos rapports ont complètement changé. D'abord elle a trouvé un mec, après 15 ans de célibat. Je pense que c'est des effets secondaires aussi, en tout cas je le prends pour moi. Parce que ça a libéré des choses aussi pour elle, ça a libéré des choses pour moi, ça a libéré des choses pour elle, pour mes frères, pour mon père. Donc nos rapports ont changé, c'est clair. Et en bien, puisque ça nous offre la possibilité aujourd'hui d'avoir une relation plus adulte, plus consciente. Bon, tout n'est pas parfait, on continue de travailler, mais il y a quelque chose de plus sincère et de plus conscient, et il y a un voile qui a été levé aussi, sur tout un passé familial un peu chiant quand même, un peu lourd à porter pour les enfants. Bon, moi j'ai décidé de le prendre et de le mettre en lumière, et ça a été accepté, voilà. Avec un peu de difficulté, mais je pense qu'on a trouvé la forme pour pouvoir dire bon allez, maintenant c'est bon, ça c'est derrière nous, on peut avancer. Et en acceptant cet entretien-là, elle a joué le jeu d'y aller. Donc c'était chouette. Alors ce qui est amusant, c'est que beaucoup de personnes, notamment les mères qui ont lu le bouquin, heureusement qu'il y a eu le témoignage de la mère. Beaucoup de gens ont été touchés par le témoignage de ma mère. En même temps. Et ensuite, la qualité du témoignage, où ça n'a pas été un ping-pong, on s'est accepté chacun dans sa vérité. Parce que ce qui est fascinant, c'est de voir que d'un même fait, les deux personnes n'ont pas vécu la même chose. Et ça, c'est extraordinaire. On a réussi à montrer que sur des événements que chacun a vécu, chacun l'interprète différemment. Et donc toute la bagarre, elle est toujours classique. Moi, j'aime mon fils, et le fils dit non, tu m'as pas aimé. Et donc, et ça, c'est insoluble. Donc, mais l'intéressant, c'est que les deux peuvent le dire. Et du coup,
il y a un peu de contamination, hein. Il y a un peu, du coup, elle a changé, parce que c'est quand même extraordinaire. Elle s'est mise en couple. Et du coup, c'est un beau témoignage de deux cheminements par rapport à un même fait. Entre la mère, moi j'aime mon fils, et le fils qui répond, non, je ne me sentais pas aimé quand tu es comme ça. Voilà, et ça c'est magnifique de pouvoir se le dire, qui entraîne d'acceptation de la différence. C'est-à-dire c'est un bon exemple de dire, il faut accepter que l'un et l'autre sont différents, donc ça oblige à la mère de ne plus être fusionnelle avec son fils, et ça oblige aussi au fils à définir sa relation avec sa mère. Et là on a un très beau témoignage qui est poignant. Ça peut être facile, hein, je me rappelle, nous on est dans le petit... Parce qu'on a... Et ça c'est vraiment notre originalité, de ne pas être rentré dans une justification de ce que disait Hugo et ce qu'on avait travaillé. Oui. Puis d'accepter de me faire engueuler. En gros, elle voulait m'étrangler. Et donc Et elle a probablement de bonnes raisons de le faire. Oui, aussi. Oui, en plus elle avait raison de m'étrangler. On mettait à nu une situation où on contestait son amour pour son fils. Alors, en fait, elle a aimé son fils et son fils l'a vécu autrement. Bah oui. Et c'est un bon exemple d'acceptation de l'altérité. Hein. Deux êtres se sentent authentiques et ils ne se comprennent pas. Ouais. Et donc en parlant, on accepte la différence de la fonction mère et de la fonction fils. Hein. Ouais. Et puis, il y a une autre invitée extérieure qui est Jade, ta femme. Et ça aussi, c'est inspirant et je sais que ça en inspirera beaucoup aussi parce que, déjà, que ce soit finalement un homme qui fasse aussi ce chemin-là, tu vois, parce que je sais que dans le milieu un peu bien-être et travail sur soi, etc., on a parfois tendance à dire qu'il y a plus de femmes qui font le chemin que d'hommes, donc je trouve que c'est aussi inspirant de pouvoir montrer ça. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de cette relation consciente que tu as réussi à construire finalement avec elle, avec Jade, au regard de tout ce que tu as expérimenté avant et en quoi c'est le socle finalement, en tout cas ça a été le socle de ce que vous avez construit. D'abord, pour l'anecdote, ce qui est marrant, c'est que Jade, c'est la première femme que j'ai rencontrée quand j'avais 12-13 ans. C'est mon premier bisou. Et c'était marrant de se dire qu'on se retrouve 15 ans après pour essayer de créer une relation avec tout ce qu'on avait vécu chacun de notre côté pendant ces 15 ans de séparation, même si on se voyait, on se côtoyait, on a toujours eu un lien. Et on a vécu chacun ce qu'on avait à vivre de notre côté, de manière assez puissante d'ailleurs. Et comme si on avait des leçons à tirer avant de se retrouver. Ouais. Et on s'est retrouvés, alors on s'est retrouvés. Mais moi j'avais en tête, avec les expériences que j'avais vécues, que si j'y retournais, en gros la fleur au fusil, on va vivre une histoire d'amour magnifique. Je savais par expérience, c'était un peu jeune, mais comme j'avais démarré assez tôt, j'avais ça en tête. Et si on se faisait pas accompagner tous les deux, on allait dans le mur. On allait vivre 3 ans magnifiques, avec beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Et qu'après, la réalité de nos vies intimes est passée, revenait dans les draps, sur la table du petit déjeuner, partout. Et c'est là où, quand on a établi notre contrat, entre guillemets, quand on a dit qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on fait pour avancer ensemble, c'est vrai que là j'ai dit, moi j'ai le souhait qu'on se fasse accompagner tous les deux. Moi je le fais pour moi, c'est devenu, ça fait partie de mon hygiène de vie. Et si je construis avec une femme, avec toi, j'ai envie, je voudrais que tu te fasses accompagner. C'était une condition quasiment pour que ça puisse marcher. Donc au début ça a été un peu dur. D'ailleurs la première fois elle m'a dit non mais t'es complètement barré, je me casse. Elle est partie. Puis 6 mois après elle est revenue, elle m'a dit bon j'ai réfléchi, je veux bien essayer. Et elle a démarré comme ça. Avec Pierre. Elle a démarré au début avec Pierre par quelques rencontres, pendant quelques mois je pense. Et après elle a décidé de continuer le travail avec Clem, la femme de Pierre. Ouais. Qui l'accompagne aussi en thérapie, en histoire de vie. Et du coup, on a ce lien-là fort à 2 et à 4 avec Pierre et Claire. Ouais.
parce qu'on continue, on a choisi nos modèles aussi dans l'accompagnement, dans le choix de se faire accompagner. Et donc on a un travail comme ça, et donc quand le livre est arrivé, je lui ai proposé de participer, de témoigner de ce qu'elle vivait avec moi à ce moment-là. Et elle a accepté, et je trouvais que c'était génial de pouvoir montrer aussi la partie, voilà, de voir comment elle, un regard extérieur, elle pouvait vivre la chose, des appréhensions, les côtés positifs, et en même temps le côté un peu décalé, parce qu'on n'est quand même pas dans la norme. Ouais. On fait ça. Et aujourd'hui, voilà, on continue donc ça fait 6-7 ans qu'on est ensemble. Et un petit garçon. Ouais, un petit bébé. Et un petit garçon, ouais. Et on continue. Et on sait que c'est notre comment dire, c'est notre moyen de pouvoir trianguler et de pouvoir gérer ce qui reste de notre passé dans notre histoire amoureuse, voilà, de pas faire supporter à l'autre nos blessures passées. Et donc on s'offre ce moment-là, tous les mois, je dirais, tous les mois et demi, voilà, de mise à jour, on se fait une mise à jour du couple, pour pouvoir continuer à avancer, évoluer ensemble. Et franchement, c'est la seule clé que j'ai trouvée pour que ça marche. Oui, parce qu'il faut savoir, Hugo, c'est un sauveur, hein. Donc il avait toujours des femmes Ah oui, c'est vrai. qui sauvent du désespoir. Donc la première étape, c'est de dire, fais gaffe, t'es quand même un sauveur, c'est pas pareil d'être sauveur que d'être en couple. Donc c'est la première étape. La seconde étape, c'est je fusionne. Parce que, bon, il pourrait être sauveur et se mettre thérapeute, mais en même temps, il fusionne avec la personne qui l'accompagne. Donc deuxième étape, on a travaillé sur ce que c'est la relation avec l'autre, donc l'acceptation de l'altérité, de la différence. Il faut que le conjoint l'accepte. Donc c'était un passage difficile. Et la troisième chose, c'est de voir que quand il y a des problèmes entre eux deux, c'est lié à leur névrose à eux, et non pas à cause de l'autre. Que l'autre n'est qu'un symptôme. Ça, c'est un moment difficile que vous avez bien fait et qui nécessite un médiateur. Parce que s'ils sont qu'à deux, ils peuvent pas. C'est difficile ce passage de dire que quand je suis en conflit avec l'autre, c'est pas à cause de l'autre, c'est à cause de mon histoire. Ça, c'est un passage très difficile. Parce qu'on croit toujours que c'est à cause de l'autre qu'on est malheureux. Hein. Si l'autre était comme ça, je serais heureux. Alors, et là, se joue souvent que la rivalité avec la mère. C'est-à-dire que la mère, elle est quand même mieux. Donc, ce qu'on appelle la théorie du désir mimétique, elle devient bouc émissaire. Donc, il y a eu c'est ce passage, et elle, c'est son père. Donc, c'est intéressant dans la vie de couple, ce moment où il faut quelqu'un de l'extérieur permettre de gérer ce moment extrêmement difficile qui est c'est à cause de toi que je suis malheureux, en gros. Et ça se fait de la manière dont ça se passe tous les jours, dans les choses quotidiennes. Alors, ce qui est important par rapport à des couples de 35 ans, c'est que les autres, ils font la course aux enfants, donc on fait un enfant, on fait un deuxième, et au deuxième, tout explose. S'il n'y a pas ce travail de différenciation et que l'enfant ne résout pas. Ça, c'est très clair. Et là, je suis admiratif, puisque quand même, depuis 10 ans, c'est un accompagnement de proximité avec... alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est en lien avec mon évolution à moi, c'est-à-dire que moi, je suis en couple, et du coup, nos deux couples, il y a de l'osmose. Cheminent ensemble. Il y a de l'osmose, on s'enrichit, et on continue à avancer. Dans le cadre de la voie de l'amoureux, dans le cadre avec Haruna Leipzig, qui fait qu'on continue, au niveau de la connaissance, de comprendre un peu ces mécanismes relationnels, de voir aussi quelles sont nos originalités à chacun, notre partie géniale, et de voir comment on peut s'alchimiser tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est un point important, et Haruna le dit toujours, mais on a toujours raison seul, en fait. Et si on n'accepte pas d'avoir un miroir qui nous renvoie parfois ce qu'on n'a pas vraiment envie de voir toujours, mais c'est la clé du chemin, en fait. Ah oui, la règle, c'est que tu ne peux pas voir ton visage, tu es obligé de prendre un miroir. Alors, au lieu de prendre un miroir étant une autre personne que ton miroir de ta salle de bain. Ouais. Et quelque chose en tout cas, que je trouve intéressant dans ton parcours, puisque c'est différent du mien, c'est que tu t'ouvres à ta spiritualité, en fait, progressivement, petit à petit.
Est-ce que tu veux nous en dire peut-être un mot de ce ou pas, hein, mais de ce chemin-là où finalement, une fois que l'incarnation ou que l'ancrage est bien assis, il y a quelque chose qui vient quand même s'ouvrir au-delà, quoi. Ouais. Bah ça c'est tout nouveau, donc c'est difficile pour moi de mettre des mots, mais aujourd'hui ça se manifeste par plus de relations avec Aruna Lutitz, qui a préfacé le livre. Et en fait, je suis son enseignement depuis que je me suis approché de Pierre. Donc ça fait quand même 12 ans que je suis en contact avec elle de manière indirecte. Donc c'est ça mon lien avec la spiritualité aujourd'hui, c'est que l'enseignement spirituel qu'elle donne, je l'ai à travers ce que m'apporte Pierre dans sa manière de coacher, d'être en relation avec moi. Et puis là, depuis quelques mois ou quelques années, je m'approche de plus en plus. Donc je découvre ce que c'est chaque jour. Voilà, donc je m'approche petit à petit, et ça se manifeste par plus de temps de méditation dans ma journée. Le soir, avant d'aller me coucher, voilà, j'essaie de casser des rythmes un peu effrénés quand on travaille beaucoup, quand on est incarné dans la vie professionnelle, ça peut devenir du coup aussi une fuite. Et comme j'ai décidé de m'occuper de mon fils et de vivre aussi proche de ma femme, j'essaie de trouver cet équilibre-là. Je sais qu'il passe par de la spiritualité, donc je m'offre des moments de plus en plus où j'essaie de me ressourcer d'une manière différente que d'aller courir 10 km ou de boire 2 bouteilles de whisky. Et ça passe par ça, par un peu de méditation, un peu de gymnastique douce en conscience et de m'approcher de la bonne amour. Oui, là, ce qui est original, par rapport à d'autres collègues, c'est que j'amène progressivement Hugo vers mon maître. Oui. Alors que, en général, un accompagnant, il garde son accompagné. Oui. Et alors, donc, dans ma stratégie, c'est que le choix que je fais, c'est qu'il faut découvrir sa partie, alors on peut appeler divine, géniale, je sais pas quoi, mais qui est la partie qui doit être reliée au réel. C'est vrai qu'il y a on a un choix stratégique, c'est de dire que on croit à l'énergie cosmique, on croit à Dieu, on a cet acte de foi qui fait que c'est nécessaire pour moi que Hugo ait un lien avec l'énergie cosmique qui passe par moi, mais qui passe par mon maître, et lui va trouver son propre lien avec l'énergie cosmique, qui est son propre lien à lui. Mais donc je fais le passage de relais, et qui se fait assez sereinement dans ce passage relais. Mais c'est très original. Ah oui. Parce que, il ne faut pas qu'on rentre dans un système sectaire, c'est-à-dire complètement machin. Donc, quand même, tout l'art, c'est que lui se relie à son histoire et à ce pourquoi il est venu sur Terre, donc il est relié au réel. Mais on est là pour l'accompagner et non pas lui dire ce qu'il doit faire. C'est ça tout est subtil. Bon, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous demander autour du livre. Et peut-être juste en guise de conclusion, j'avais envie quand même qu'on revienne sur cette magnifique phrase de Christian Bobin. Aimer, c'est prendre soin de la solitude de l'autre sans jamais prétendre la combler ni même la connaître. Et du coup, j'avais envie quand même de vous demander en conclusion, puisqu'on fait partie de la voie de l'amoureux, ce que c'était pour vous, en tout cas à l'instant T, parce que ça évolue sans cesse, mais qu'être un amoureux. Tu me poses une question simple. C'est simple pour conclure en 2 mots, c'est ça. De la vie, de votre vie. Moi, ce que j'ai envie de dire, la phrase de Bobin, dans une relation de couple, c'est clair que j'ai fait la différence entre la solitude ontologique et la solitude relationnelle. Et c'est vrai que je suis convaincu que je dois accepter ma propre solitude, que je suis seul, quoi qu'il arrive,
L'autre ne pourra jamais appréhender tout ce que je suis. Et pour gérer ma solitude, la seule voie, c'est de me relier. Alors, il y en a, c'est le soleil, d'autres, c'est Dieu, d'autres, c'est l'énergie cosmique, etc. C'est que ça demande de l'humilité, et qu'à partir du moment où je me dis, surtout que moi, je suis un mélancolique, je me répète que je ne suis pas seul, mais c'est quand même un acte de foi. Ouais. Et c'est parce que je l'éprouve que je ne suis pas seul que j'arrive à le vivre. Non, et que l'autre ne vient pas combler ça. Donc c'est vraiment accepter que l'autre ne va pas combler ça, c'est ce qui rend plus sain la relation avec l'autre. Ouais. Donc voilà, moi ce que j'en suis avec ça. Simple aussi ça. Moi, pour être amoureux, dans mon histoire, ça a été en gros de me soigner, voilà, de prendre soin de moi. C'était ça pour moi ma première étape, de voir ce que c'est que d'être amoureux. Donc être amoureux de moi, de me lever le matin en me disant bon, je suis content d'être là, je suis content d'être en vie, je suis content d'être à côté de ma femme, je suis content d'entendre mon fils demander son biberon dans son lit. Tu vois, c'est repasser par ces choses-là, et du coup d'être conscient de ce que je vis dans mon quotidien. Et moi, ce qui a changé vraiment par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, je suis responsable de ce qui m'arrive. Ouais. Je suis à l'origine de ce qui m'arrive, j'en suis responsable, et donc du coup, j'essaie d'en être fier, et d'éprouver un sentiment de fierté par rapport à ce que j'ai construit, par rapport au chemin qui a été fait, par rapport à ce que je construis, par rapport à ce que j'entreprends. Et c'est ça, de goûter pour moi le premier fait d'être amoureux de ça. Voilà, pour moi, c'est ça. Et du coup, après, c'est comme dit Pierre, c'est dans la relation avec l'autre, accepter l'altérité, avec mon fils, accepter que mon fils ne devienne pas comme moi, et de l'observer, de regarder en quoi il est différent, c'est quoi son génie, il a 2 ans, de regarder comment il fonctionne, de mettre en position de pouvoir moi à mon tour l'accompagner sans projeter, ou en tout cas le moins possible, ce que j'aimerais qu'il devienne. Et voilà, donc c'est ça pour moi au quotidien. J'essaye par des petits trucs du quotidien de me dire tiens, là je suis amoureux de ce que je suis ou de ce que je fais. Et voilà. J'essaie de faire passer ça par mes gestes du quotidien, en mettant de la conscience dans ce que je fais. Et pas me dire putain, merde, demain j'ai une réunion, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, merde, ma femme elle a pas fait ça. Tu vois, essayer de ralentir et d'observer. Et de goûter. Voilà. Merci. Bon, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir Vers la liberté d'être aux éditions L'Harmattan. Merci à tous les deux pour ce moment d'échange qu'on attendait depuis un petit moment en fait, mais je suis contente. Voilà, chaque timing est parfait, donc je vous dis à très vite, et puis merci d'avoir pris le temps d'écouter notre échange. Merci beaucoup.